rencontre avec Andreas Detloff, un artiste qui manie les formes et la matière avec talent et tellement d'humour. Andreas Detloff, bonjour. Bonjour Michel. Vous exposez en ce moment à la Galerie Winkler sous le titre « Garantie ancêtre » et vous dédicacez en même temps le deuxième catalogue raisonné de vos œuvres. Ce livre paru aux éditions Oura a pour titre « Signes et traces du sacré ». Il se base sur un texte de Riccardo Pineri qui analyse l'ensemble de vos créations. Un livre abondamment illustré, dire. Alors il est difficile en radio de parler de l'œuvre d'un artiste, surtout quand elle est si diverse, si riche, si originale et quelque peu iconoclaste, disent certains. Aussi vais-je d'abord vous demander, qui êtes-vous, Andreas Detloff? D'où venez-vous et qu'est-ce qui vous a amené en Polynésie ou plutôt dans le Pacifique? Et ça s'est passé en fait il y a 25 ans. Il y a 25 ans, ça veut dire la moitié de ma vie aujourd'hui, que je suis tombé amoureux des Polynésiens parce que j'ai eu des bourses de fin d'études. J'ai fait mes études à l'école de Beaux-Arts de Düsseldorf, qui est une école qui est connue dans le monde entier parce que c'est une école très libre avec des artistes qui pratiquent, c'est-à-dire ce ne sont pas des profs qui sont devenus profs, mais on exige que même les enseignants continuent à être des artistes internationaux. Il y a des artistes internationaux, il y avait un grand monsieur coréen, Namjoon Paik, qui est décédé, qui était l'inventeur de la vidéo. Mais il y avait aussi des profs d'origine allemande. Et moi, j'étais plutôt un bon élève parce que j'ai eu plein de bourses à la fin de mes études. Il y avait une première bourse de voyage où je suis parti à l'île de Pâques. Et à l'île de Pâques, disons, ça a commencé en fait à Santiago. J'arrive à l'aéroport de Santiago pour le vol de l'île de Pâques. Il y a des personnes qui attendent déjà, c'était 2 heures avant, moi j'avais toujours la trouille de rater les avions. Et c'était des gens différents, des gens de Chili. Puis je leur demande, ils habitaient à l'île de Pâques, et c'était des Polynésiens. Puis je leur ai demandé, moi j'ai pas l'argent pour l'hôtel. J'ai un sac à dos, j'ai ma tante, est-ce qu'il y a un camping là-bas? Et c'était une famille, et ils m'ont dit, on a un terrain qui est très grand, tu peux mettre ta tente chez nous, dans le jardin, et j'habitais dans une famille polynésienne. Et pour moi, c'était, après 20 ans de vie, j'avais quel âge? 26, je sais plus. Je me sentais pour la première fois parmi les êtres humains. Pour la première fois parmi les êtres humains? Oui, parce que... Cette phrase est étonnante. Oui, parce que les gens sont gentils, m'accueillent. En Allemagne, vous êtes perdus. Les gens, ils sont froids. Ils vous adressent pas la parole dans la rue. Ils vous disent pas bonjour. C'est l'Europe. C'est terrible. Vous avez toujours aimé dessiner. Votre père ou votre mère étaient-ils eux-mêmes des artistes? Bon, il y a sûrement la faute aussi à mon père, puisque mon père était déjà dans les graphismes, mais plutôt dans la publicité. Voilà, tout ça traînait à la maison. Moi, je faisais des dessins avec, les stylos, tout était là, et c'était pratique. Je lui piquais ses stylos, en fait. Après, je n'ai pas trop apprécié. Un truc qu'il faisait, en fait, le dimanche, je me réveillais toujours très tôt, et mes parents voulaient encore dormir. Et donc, mon père me préparait chaque samedi soir un petit dessin que je devais colorier. Ça leur a fait gagner 1 demi-heure le dimanche. Oui, donc ils avaient déjà compris que c'était plutôt vers l'art qu'il fallait vous diriger que vers des exercices de mathématiques. Ah, les maths, c'est une horreur. La bourse vous permet de découvrir l'Océanie, la Polynésie. Ouais. Et après, 2 ans après, j'ai eu la deuxième bourse. J'ai obtenu une deuxième bourse, qui était cette fois-ci une bourse plus importante, une bourse fédérale du gouvernement, de l'enseignement. Et c'était des bourses, en fait, ça s'appelle DAAD, qui sont destinées très précisément à une résidence à New York, dans le cadre de la Whitney Institution. C'est un musée, résidence, c'est très connu. Ils ont des collections d'un très grand artiste américain qui s'appelle Edward Hopper. J'ai renoncé à ça, je leur ai dit, moi je ne veux pas partir là-bas. Je veux partir à Tahiti, que je connaissais pas et dont je savais, bien sûr, entre-temps, pendant ces 2 ans, je me suis documenté sur les Polynésiens et qu'est-ce qu'ils représentent dans le Pacifique. C'est un peuple qui a peuplé pratiquement tout le Pacifique.
Mon idée, c'était d'aller au centre de tout ça, d'aller à Tahiti. Tahiti, c'est à peu près au centre du triangle polynésien. Et voilà, la commission, ils ont un peu rigolé, ils se sont dit « Ah oui, il veut draguer quelques vainés et faire du surf. Oui. Pour le premier point, c'est vrai, mais le surf, je pratique pas. J'ai rencontré ici ma femme. Vous avez choisi, Andreas, une autre musique, nous l'entendrons tout à l'heure, mais je vous propose maintenant, en petit clin d'œil personnel, adressé à celle qui partage votre vie, une chanson polynésienne. Et quel impact a eu l'île de Pâques sur votre œuvre ? À l'île de Pâques, en fait, j'ai fait que des photographies parce que l'île de Pâques, c'était aussi un peu un hasard pourquoi je suis allé là-bas. Un hasard de la vie. On se trouve en 86 et il y avait un président aux États-Unis qui s'appelait Ronald Reagan. Ronald Reagan, il est très célèbre pour un truc, cette fameuse guerre des étoiles qui n'a jamais eu lieu avec les Russes. Son gouvernement se posait beaucoup de questions sur la guerre nucléaire, la fin du monde, et ils se sont dit, si jamais, il y avait des documents comme ça dans la presse, ils s'imaginaient si jamais la Terre serait détruite par les armes nucléaires, et il y aurait dans un Space Shuttle les 5 derniers Américains à bord du Space Shuttle, où est-ce qu'ils allaient atterrir sains et saufs? Et donc, ces gens-là, ils ont regardé quelle est l'île qui est la plus éloignée des continents. On soupçonnait que les continents sont contaminés parce que la guerre, elle a lieu partout. Et ils ont trouvé, c'est l'île de Pâques. D'où la décision. Ils voulaient faire, en fait, à l'époque, un piste d'atterrissage à l'île de Pâques de 2 km de long sur cette petite île. Et ils auraient, en fait, s'ils auraient réalisé ces travaux-là, ils auraient détruit une grande partie des sites de Maraï, de Moai. Et heureusement, ça s'est pas fait. Mais c'était on frémit. Moi, je trouvais ça scandaleux, parce que l'île de Pâques, avec ses Moai, est un endroit qui a déjà été protégé par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, en 1935. C'est un des premiers sites qui est devenu patrimoine de l'humanité. Et moi, j'étais assez choqué d'apprendre qu'une grande nation comme les États-Unis voulait en passer outre. L'île de Pâques a été un peu un déclencheur dans l'inspiration qui a été la vôtre ou dans le regard que vous avez porté sur la Polynésie, sur l'Océanie? C'était un déclencheur dans la mesure où, pour moi, j'ai découvert les Polynésiens. En fait, l'art, c'est pas une inspiration comme un peintre devant un paysage. C'est une inspiration qui va beaucoup plus loin. Parce que dans l'art, j'ai voulu d'ailleurs citer une petite phrase que je me suis préparée sur un papier à ce sujet. Bien. On prépare chacun notre petit papier. En fait, c'est un de nos directeurs qui a dit ça. Il a dit que il n'y a pas de règle pour l'art. L'art naît de l'homme qui vit l'homme et le monde et rend compte de ce vécu avec des moyens plastiques. C'est-à-dire, c'est tout ce que je vis quand je vous vis, quand je suis ici, quand je suis dans la rue, tout influence mon travail, en fait. Et il n'est que le reflet de la société qui est actuellement en cours. Vous êtes un réceptacle ambulant. Voilà, en quelque sorte. Je retravaille ça à ma manière et j'utilise les moyens plastiques pour retravailler tout ça. Je ne sais pas comment font les autres gens. Il y a beaucoup de gens qui restent extrêmement passifs. Qui sont contemplatifs. Et ils digèrent ça autrement. Mais nous, les plasticiens, on le montre. Et les musiciens, je crois aussi, ça rentre dans leur musique. Et les poètes les aussi, je pense. Ouais. Les poètes aussi, je pense. Voilà. Alors, ce séjour à l'île de Pâques est passé. C'est un nouveau séjour avec Tahiti. Et Tahiti, par rapport à l'île de Pâques, paraissait quand même déjà une société beaucoup plus moderne, une humanité beaucoup plus occidentalisée. Non, c'était les mêmes. C'est dans l'esprit des gens d'ici d'être très très accueillants. Encore aujourd'hui, on se dit bonjour dans la rue, même à Papeete, il n'y a pas de problème. Retrouver la même qualité humaine ici. Puis j'ai rencontré ma femme et je suis revenu et je me suis installé. Et là commencent en fait les problèmes pour moi, parce que je venais d'une école de beaux-arts, je faisais un art occidental.
Et il fallait que je fasse un peu, que je me prenne un peu des cours de rattrapage. Alors je me suis beaucoup documenté sur les anciens Polynésiens, sur ce qui s'est passé ici. Et je trouvais ça formidable. Et ça s'est rentré tout de suite aussi, bien sûr, dans mon travail. On le sent, on le sent, on le sent. Les tatouages, les tikis. Voilà, les tikis. Oui, on sent que toute la culture de toute votre œuvre est très présente. Et si j'ai dit tout à l'heure iconoclaste, c'est avec le sourire, parce que il y a une caractéristique dans votre travail qui me semble très très importante. C'est-à-dire que vos créations, au-delà de leur esthétique et du message qu'elles envoient, fait naître toujours dans le regard un certain sourire, comme si l'originalité de cette expression artistique appelait le clin d'œil, la complicité. On ne regarde pas votre œuvre impunément, ou on sourit, ou on est horrifié. Par exemple, nous sommes séparés là entre deux micros par un crâne surmodelé, un crâne qui n'est pas un crâne d'un être qui a vécu. Et c'est un crâne qui est décoré de façon étonnante, minutieusement, de coupures d'ongles, de tombures d'ongles, je sais pas comment on appelle ça, d'ongles, et qui sont disposés de telle façon qu'il y a une sorte de mouvement autour des orbites, autour de la bouche, autour des joues. Ce crâne qui est là, entre nous deux, que vous avez recomposé, décoré avec cette multitude de coupures d'ongles, m'a d'abord surprise lorsque vous l'avez sorti de votre sac. Puis j'ai souri devant la minutie de ce travail, mais aussi parce que cette tête m'envoyait un autre message. C'est la vie au-delà de la mort. L'apparence, lorsque l'humour s'en mêle, est bien trompeuse. Dans les années 90, Andreas Detloff, vous avez ajouté à des objets traditionnels la figure de Mickey Mouse, une allégorie de la mondialisation, comme l'écrit Riccardo Pineri dans le catalogue. Je me souviens que la première fois que j'ai vu le casse-tête avec les oreilles de Mickey, je n'ai pas senti une profanation ni un blasphème. J'ai souri parce que je retrouvais que ce casse-tête reprenait vie. Oui, l'art, je pense que, par rapport à ici, l'art, il faut que ça continue à vivre. Il faut prendre position par rapport à la réalité d'aujourd'hui et ne pas s'enfuir dans un passé. Il faut accepter qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation et c'est ça, en fait, ce que Riccardo, il analyse très bien dans ton texte, dans le texte du livre, il explique très bien. C'est d'ailleurs quelque chose auquel, j'ai pas pensé. Pour moi, c'était juste un besoin de faire ce mariage entre un casse-tête marquésien et Mickey Mouse. Mais lui, il nous donne l'explication. Et pourquoi Mickey spécialement? Parce que c'était un personnage qui vous paraissait très populaire? Ah oui, c'est extrêmement connu, on le reconnaît tout de suite, même si on le cache dans le casse-tête, il est très bien caché. Il paraît qu'il y a des gens qui voient même pas les oreilles. Ça peut arriver. En fait, c'est aussi l'œuvre d'art. Elle a une fonction, c'est-à-dire de forger notre regard, de voir les choses qu'on a cachées un peu à l'intérieur, qui à la fois sont très visibles, mais parfois les gens ils voient pas. Et c'est des gens souvent qui ne cultivent pas beaucoup leur regard. Et j'essaie de les accrocher, d'accrocher aussi ces gens-là vers l'art. Et quand ils découvrent ça, ça les fascine après. Toujours les artistes qui continuent à faire vivre les choses dans le présent. Vous n'avez pas eu de réaction de gens scandalisés quand vous avez fait, par exemple, cette massue avec son coude souple? Ouais, c'est le casse-tête en souple. En fait, je fais un moulage de casse-tête parce que je joue aussi beaucoup sur le mot qu'on a donné à cet objet-là, qui s'appelle en fait en marquésien ou. Et je préfère en fait cette utilisation-là. Et il y a beaucoup de casse-têtes que j'ai fait qui se moquent un peu de ce nom qu'on a donné en français. Casse-tête, c'est pas pour casser la tête, c'est n'importe quoi. C'est un emblème d'une personne importante. Alors là, c'est le casse-tête souple. C'était pour que les gens ne se fassent pas mal, ou moins mal. Et dans l'exposition, si vous passez à la galerie, vous voyez aussi un nouveau casse-tête, qui en fait, là je joue sur les mots. Casse-tête a encore une autre signification en français. C'est un énigme
quelque chose qui oui, est... c'est vrai, un casse-tête chinois. On dirait un casse-tête chinois. Voilà, un casse-tête chinois. Et là, ça s'appelle cette œuvre-là qui est à la galerie actuellement, qui n'est pas... bon, il y a des crânes, mais j'ai mis aussi cet objet-là parce que je viens de le finir et je le trouve très beau. Ça s'appelle À l'intérieur du casse-tête marquisien. C'est donc la forme du casse-tête marquisien. Et à l'intérieur, il y a un labyrinthe. Et vous pouvez suivre le labyrinthe d'un bout à l'autre. Ça marche. J'ai collé mes petits bouts de bois pour qu'on puisse le faire. Et voilà, c'est à l'intérieur du casse-tête. Et quand je l'ai fait, j'ai envoyé des photos à des amis conservateurs dans des musées qui ont des vrais casse-têtes. Je leur ai dit, vous n'avez plus besoin de les ouvrir. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous aimez jouer avec les mots, Andreas. La preuve, cette carte mère, MER, polynésienne, tracée sur un tapa, qui par le biais d'un réseau informatique intérieur, rend hommage à l'art de la navigation des anciens Polynésiens. Vous avez aussi imaginé de révéler l'intérieur des objets ou décors. Vous avez fait toute une exposition avec des radiographies, ce qui montrait bien l'intérieur de Pierre Loti, par exemple. Pour Loti, c'est que lui, il n'était pas tatoué. Mais peut-être il portait des tatouages à l'intérieur de son corps. Il était la radio le prouve. Voilà. Donc on peut imaginer que notre radio, à vous comme à moi, Andreas, porte des tatouages étant donné notre attachement à la Polynésie. Voilà, qui se révèle sous ce procédé qui est presque magique, puisque au début c'est une feuille noire qu'on révèle, et voilà, on révèle notre intérieur. On ne le porte pas de façon ostentative. On ne dit pas, voilà, moi je fais partie de la Polynésie, je suis tatoué. C'est vraiment discret chez nous. Voilà. C'est intérieur et secret, et personnel. Voilà. Alors ce Mickey, vous l'avez mis sur les casse-têtes, vous l'avez mis sur les Ivipo, vous l'avez mis un peu partout. Finalement, l'emblème de ce que la culture peut devenir, c'est-à-dire elle est vivante, elle doit être jubilatoire de quelquefois voilà. Aussi. Et puis il y avait un détail qui était intéressant en fait. Bon, les Mickey, j'en fais pratiquement plus. C'est un truc que c'est un peu laissé à l'abandon. Oui, en fait, c'était aussi une rencontre. Je crois tout a été dit à ce sujet parce que ce qui était étonnant quand j'étais en fait invité la première fois à un grand événement d'art contemporain. Là, c'était la France, c'était la Biennale de Lyon. Qui est en fait l'ancienne Biennale de Paris, qui était assez éphémère, qui a duré trois fois, je crois, ils l'ont fait. Et après, ça a été déplacé à Lyon, et c'était à l'an 2000, donc ça faisait partie des grands événements de l'an 2000. Ils avaient un grand budget, et ils ont fait venir des artistes de partout dans le monde. Il y avait à peu près 200 artistes dans la grande Tony Garnier, et l'idée, c'était de montrer justement les hybridations. Et moi, comme Jean Hubert, le commissaire, un grand commissaire français, il me connaissait, il m'a envoyé un jour une lettre si je voulais exposer à la Biennale de Lyon. J'ai dit youpi, et en plus c'était, en fait, il me demandait le travail que je fais ici. Alors j'ai en fait envoyé des faux crânes d'ancêtres, et il m'a demandé en supplément le casse-tête Mickey. Et là, j'ai pas compris au départ, je l'ai emballé, ça a été envoyé par avion. Mais après, quand je suis venu dans l'exposition à Lyon, j'ai compris. C'était un peu le fil conducteur. Il y avait pas mal d'artistes en 2000 qui faisaient ça, qui vivaient dans des pays avec une forte activité touristique et avec des monuments à montrer magnifiques et qui se posaient les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est ça, ces visites, cette espèce de consommation de ces choses-là? Et il y avait notamment une artiste colombienne qui a pris les monuments aztèques, qui les a transformés en Mickey Mouse, en Simpson. Il y avait un artiste hindou qui a transformé un de ses dieux, un multi-bras hindou, je ne sais plus comment il s'appelle, avec une tête de Mickey. Voilà. Ça bougeait en plus, c'était avec des lumières qui illuminaient le truc. C'était vraiment le kitsch asiatique qu'on rencontre aussi en Thaïlande, le truc typique, quoi. C'était des coins, quoi. Et ça, c'était un petit clin d'œil de Jean Hubert qui nous a demandé, en fait, de mettre des Mickey. Et là, je trouvais, comme en plus on était plusieurs, je pense que on a dit les choses, quoi. Je voudrais citer votre ami Ricardo qui écrit ceci.
Le constat que les signes sacrés du passé des nations deviennent des décalcomanies élaborées, des pins que l'on affiche sans obligation de fidélité aux symboles, conduit Detlev à montrer que mieux vaut accepter la chute des symboles en emblèmes marchands, propres à toute culture mondialisée, que de nourrir artificiellement la nostalgie d'une époque. Fin de citation. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça peut être drôle, ça peut poser des questions. D'où venait Mickey ? Mickey, au départ, est-ce que c'est vraiment une invention hollywoodienne ou est-ce qu'il venait pas de l'Océanie ou de l'Afrique C'est vrai que Parce que comme je cherche toujours l'équilibre, et d'ailleurs j'ai pas amené la photo, mais il y a un livre où on voit sur la couverture un Mickey du Vanuatu, un authentique. C'est une petite sculpture en tapa avec des peintures et il y a 2 grandes oreilles de Mickey. Nous voilà bien. Mickey, c'est un océanien. Voilà. Maintenant, vous êtes passé à la création de crânes tatoués. Alors c'est un sujet d'actualité. Le crâne d'Ata, il vient de revenir, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Le crâne de Maori a été l'objet de toute médiatisation intéressante l'année dernière ou il y a 2 ans en Nouvelle-Zélande. C'était un crâne particulier puisque c'était un crâne tatoué sur lequel on pouvait retracer et lire pratiquement la biographie de celui qui l'avait porté, ce crâne. Ah là, il y a quelques précisions. Alors, moi, je fais en fait des crânes depuis 1993. Pourquoi ? Quelle idée ? Le premier crâne. Et c'est là où la polémique, elle a justement commencé avec les ossements humains. Les ossements humains, en fait, il y a une résolution, je crois 90, ou au début des années 90, il y a une résolution de l'ONU qui permet en fait la restitution. Les musées doivent restituer à la demande des familles, et ce qui est tout à fait normal. Et cet incident, d'ailleurs, est très très lié au Pacifique, parce que en fait, on a pris conscience que parfois, on va contre la volonté des gens. C'est ce qui s'est passé en Tasmanie, en fait. Et ça a été dénoncé d'abord là-bas. Les colons avaient exterminé tous les aborigènes de Tasmanie. Et il y avait une dame qui était aborigène, qui était la dernière aborigène. Elle s'appelait Truganini. Et Truganini, un jour, quelqu'un passe chez elle, un des colons, et dit, quand tu seras mort, on va exposer ton squelette au musée. Elle dit, pourquoi? Moi, je suis chrétienne, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et elle a essayé de tout faire. Elle a pris des rendez-vous avec des notaires, elle a fait plein de papiers là-dessus qu'elle ne voulait pas ça. Elle voulait être enterrée comme une chrétienne, parce qu'elle était chrétienne. Elle a été exposée par la suite pendant 200 ans au musée de Hobart. Et c'est cet incident-là qui a fait, en fait, que cette résolution... Et qu'on a pris conscience quand même. Voilà. Ensuite, ça devient plus compliqué pour les crânes maoris, parce que dans les crânes maoris, il y en a beaucoup qui ne sont pas authentiques. À l'époque, les gens fabriquaient des faux crânes déjà pour le besoin des touristes. Oui. Il y a plusieurs résolutions en Nouvelle-Zélande vers 1850-52. Le gouverneur qui fait appel d'arrêter ces pratiques, de prendre des crânes, de les momifier et de les vendre aux touristes. D'ailleurs, c'est une scène qu'on voit aussi, c'est très intéressant parce que ça a laissé des traces dans la littérature. Vous avez sûrement lu le Moby Dick. Moby Dick. Oui. Il y a l'harponnier Queequeg qui essaie de vendre un crâne, oui. Avec des tatouages. Des tatouages dans ce livre-là sont un symbole très très fort parce que à la fin, le seul personnage qui survit au naufrage survit grâce à la malle de Queequeg qui est complètement tatouée. C'est des images poétiques magnifiques que Herman Melville a créées au XIXe siècle. Dans toute cette polémique des crânes d'ancêtres, déjà en 93, je me suis rendu compte que, vu la restitution, il y aurait bientôt un très urgent besoin de faire des faux crânes d'ancêtres pour assouvir les besoins des Occidentaux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à en fabriquer. Oui, je précise quand même tout de suite qu'il n'y a aucun crâne vrai dans l'exposition. Non. C'est tout des je veux pas de revendications. Alors il fallait c'est des moulages, dans vos créations vous variez l'usage des matériaux, vous les multipliez, vous dites des choses invraisemblables. En fait, je m'imagine qu'on fait des crânes d'ancêtres encore aujourd'hui avec les matériaux. Du plastique. J'ai remplacé les dents que je trouve affreux. J'ai pris à la place
des brosses à dents. Voilà, ce sont des associations comme ça qui m'amusent beaucoup et qui dégagent, je pense, à chaque fois un sens nouveau de notre rapport par rapport au passé, par rapport à notre présent. Je crois que ça crée alors, pas mal de choses. Vous avez associé très souvent, et ça me paraît normal, le tatouage à la confection de ces crânes, à la décoration de ces crânes. Vous les faites parler par le tatouage. Le tatouage, c'est le graphisme océanien, puisque là aussi, c'était une question que je me suis posée tout à fait au début quand j'étais ici. En fait, ça ne fait aucun sens de prendre un papier blanc carré et de dessiner un tatouage dessus. Parce que déjà, le support, le carré blanc, est un support occidental, comme la toile tendue et tout ça. Et moi, en fait, j'ai regardé dans les livres, sur l'expression artistique ancienne, elle se faisait sur la peau. Pour moi, c'était absolument logique de sauvegarder ça dans mon art, parce que sinon je pourrais vivre en Antarctique ou en Afrique. Si je ferais quelque chose que j'ai juste apporté, quelque chose d'occidental, je pourrais le faire n'importe où. Pour moi, c'est important. Moi, je vis ici et je travaille avec qui représente ce pays, ce qui représente la région, la Polynésie. Votre catalogue consacre une double page à vos crânes plus ou moins satiriques. Il y a le crâne baptisé Chewing Gum, le crâne Harley Davidson ou Coca-Cola, et celui surnommé Trophée à la tronçonneuse. Qui est d'ailleurs un objet qui est dans les collections du territoire. Parce que, en fait, cet objet-là, il a été acquis par Patrick Bray, qui est décédé maintenant, je crois, une dizaine d'années. C'était un collectionneur qui collectionnait des objets du Pacifique et qui m'a acheté ce crâne avec la tronçonneuse tout de suite après l'exposition la Biennale de Lyon. Et lui, avant sa mort, il a fait don de toute sa collection à la Société des études océaniennes. Comme la Société des études océaniennes a été plus ou moins dépossédée de ses collections par le musée, maintenant ça se trouve au musée en théorie. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui est à la trace de cet objet. Je ne sais pas où il est actuellement, mais il est peut-être encore à la Société, je crois. Il a aussi eu le God Save the Queen. Chacun de ces crânes envoie un message. C'est à la fois une satire de la société. Oui, bien sûr. Ça s'appelle God Save the Queen. C'est Gillette. J'aurais pu l'appeler aussi Gillette, mais c'est la marque de rasoir. Mais God Save the Queen, c'est en fait un truc qui date de la période punk des années 80. Il y avait une fameuse chanson qui était très ils ont failli l'interdire en Angleterre. God Save the Queen. Ils ont chanté l'hymne national, raser la reine. Et puis il y en a deux nouveaux qui sont dans votre exposition actuellement. Exactement. Le Rainbow Loom et le Mondrian marquisien. Ça évolue, hein. Mon travail, il est en constante évolution. D'ailleurs, comme je fais ce que je trouve intéressant pour moi j'ai adopté cette technique de faire. Comme vous avez bien remarqué, il y a différents corps d'œuvre. Il y a les Mickey, il y a les crânes, il y a les radiographies. Ce sont des choses que je reviens parfois des crânes, je reviens sur les radiographies où j'invente un nouveau ensemble d'œuvres. Il y avait aussi les assiettes. Les assiettes, je vais sûrement continuer à faire des assiettes par moment pour des occasions d'exposition. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur des groupes d'œuvres comme ça, c'est que ce qu'on apprend dans l'un, ça a forcément des répercussions sur l'autre. Donc on marche un peu comme si on a deux escabeaux et on continue à c'est complémentaire monter. Finalement. Voilà. C'est très intéressant parce que moi, ce que j'ai toujours regretté, ce que j'ai vu aussi pendant mes études, j'avais des profs qui étaient trop centrés sur une seule idée, qui la répétaient. Ils répétaient leurs idées
Et après, le marché, en fait, ce qui arrive, il n'acceptait plus que ces œuvres-là. Quand l'artiste voulait faire autre chose, ben, les gens ne voyaient plus rien. Pour eux, c'était pas tel était l'artiste, c'était pas la marque. Et donc, ils avaient envie de faire autre chose, mais ils ne pouvaient plus. Ah oui, ils étaient prisonniers de leur style, finalement. Ils étaient prisonniers de leur style, exactement. Ça, c'est terrible. Les assiettes qui se veulent historiques, parlons-en, car elles sont ô combien satiriques. L'une, par exemple, offre un portrait de la reine Pomaré IV, qui, au scandale, fume du paca. Une autre promène un tiki dans un chariot de grande surface. Vous vous êtes bien amusé. Mais il n'y a pas que les assiettes qui retracent comme cela la culture ou l'histoire. Je pense aux pneus et aux chambres à air. Comment ça a été accueilli? Parce que là, vous en avez exposé en Europe. Des pneus ciselés façon tatouage. Alors, de façon générale, dans les années 90, donc, je faisais de l'art contemporain ici, et les galeries, en fait, il y avait que des tableaux Vainé cocotiers. Et là, je me suis dit, bon, comment j'expose alors mes œuvres? Et j'avais donc une voiture, et je pouvais rabattre le siège. Il y avait le pneu de rechange derrière. Et je me suis dit, je vais me graver un pneu, et je vais mettre derrière mon siège, et quand je rencontre quelqu'un que je connais, je vais lui dire, tu veux voir mes œuvres? Et je faisais ça, je rabattais le siège et envoyais un pneu gravé. C'était en fait, au départ, c'était une façon d'exposer, quoi. Ma voiture était devenue une espèce de galerie mobile. Et après, tout a changé après avec les expositions à l'extérieur. Les gens, ils ont pris conscience, effectivement, les pneus ont voyagé. Ils sont partis à Paris en 2005 par avion à la mairie de Paris. Ils ont été exposés là, les traces de la culture. Bon, j'en suis fier, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette œuvre, elle a été acquise, elle a été achetée, elle est toujours dans un endroit qui est accessible. On peut la voir, mais elle est maintenant... Parce que l'idée géniale, c'était justement l'empreinte de ce premier marquisien, cette photographie que vous avez où on voit la trace d'un pied, d'une empreinte tatouée, de plantes de pied tatouées. C'est superbe, ça. Ouais, ça, c'est une autre œuvre que j'ai fait en 2007, qui reprend, en fait, c'est une personne qui a marché dans le sable. C'est l'artiste inconnu. Parce que vous savez, vous avez des traces d'ancêtres comme ça dans certains musées qui sont liés à la préhistoire. Vous trouvez ça cette présentation, je l'ai reprise dans les musées préhistoriques. Quand les chercheurs, ils trouvent une trace dans le sable une empreinte d'un ancien hominidé, un ancien homme qui a mis on disait bien primate, à la presqu'île, il y avait l'empreinte du pied de Maui. Voilà, il y a aussi ces trucs-là, bien sûr. Ces choses qu'on a ici dans la nature, des monuments naturels qui sont expliqués par rapport aux légendes. Ça, bien sûr, ça fait partie aussi. C'est bien. Il me semble qu'il y a des chambres à air même qui ont été dessinées, non? Il n'y a que des pneus ou des chambres à air aussi? L'année dernière, on a fait une exposition avec la galerie au Jardin botanique. J'ai fait des dessins sur des chambres à air. Gonflées. Je trouvais ça bien de reproduire... dans le parc aussi, c'est un peu ironique, ce qu'on voit au fond des vallées. Il y a des pneus qui traînent partout, c'est au fond du lagon. Et d'ailleurs, c'est tout ce travail avec les pneus. Et il y a encore un autre aspect aussi, c'est le recyclage. L'idée aussi, c'était de dire, on a ces pneus-là dans le lagon, on ne sait pas comment s'en débarrasser. On est dans une petite île, il faudra tous les mettre dans un conteneur, les envoyer quelque part, parce que ça ne pourrit pas. Et moi, je me suis dit, on peut être très malin, on peut les graver et les vendre aux touristes. Et ça a marché? Ah oui, il y a des gens qui ont ramené des pneus gravés chez eux, en Europe. La question que je voulais vous poser, mais qui était un peu indiscrète, c'est justement la commercialisation, parce qu'il faut bien vivre quand même. Est-ce que les gens contemplent, comme je le fais en ce moment, de regarder ce crâne? Est-ce à dire qu'ils auraient envie de le mettre chez eux dans une vitrine? Ou est-ce que les gens passent de l'admiration, de la complicité avec l'artiste? Est-ce qu'ils franchissent le pas d'acheter? Oui, j'ai des collectionneurs, bien sûr, oui. D'ailleurs, tous les anciens sont pratiquement partis. Il fallait faire de nouveaux faux crânes pour assouvir toujours ce besoin des Occidentaux pour
pour le curieux, pour les choses curieuses. Non, je blague. Il y a sûrement cela aussi. Il y a, avoir la pièce rare, excentrique, fait partie aussi de l'attrait d'un collectionneur. En fait, il y a des choses sur lesquelles je travaille qui sont du pur concept. C'est ce qu'on appelle l'art conceptuel. Les radiographies, c'est un art conceptuel. C'est une idée qui m'est venue un jour. Et d'ailleurs qui a quand même un peu, je dirais, mijoté pendant un moment. Et un jour, ça y est, j'ai cette idée-là et j'ai fait une série. Ça, on appelle ça un art conceptuel. Et puis, vous avez des artistes qui travaillent autrement, surtout les peintres. C'est un travail qui va de création et de destruction. C'est un éternel va-et-vient entre création et destruction. Et ça, c'est quelque chose qui m'était très étranger pendant très longtemps. Et c'est la première fois que je suis tombé là-dedans, c'est avec les crânes. Les crânes, en fait, je commence à créer un crâne. Je suis persuadé, j'ai une bonne idée, je vais en avant et après je regarde et puis hop, ça vaut pas le coup. Donc je détruis partiellement l'objet et peu à peu naît l'idée finale. De Dark Vador, par exemple, qui sur l'affiche n'était pas... c'est lui qui voulait devenir Dark Vador. C'est pas moi qui a dit je vais faire un Dark Vador. J'ai commencé à faire un crâne, j'ai collé ce tape spécial dessus. J'ai commencé à... Brillant, presque nacré. Voilà, et j'ai découpé les tatouages, je les ai pas appliqués en peinture. Et tout ça faisait... Après, je le regardais, mais ça faisait extrêmement métallique, artificiel. Et puis, par rapport à la bouche, je crois, après, avec la fermeture de la bouche, un peu comme un masque de guerrier, tout ça. Après, je suis venu peu à peu à Dark Vador. Et le dernier élément, c'est l'élément qui est important pour le Dark Vador. C'est cette espèce de coiffure, coiffure bizarre, qui d'ailleurs qui vient des samouraïs, quoi. C'est en fait un casque, une sorte de casque. C'est un casque samouraï. Vous êtes un provocateur, Andreas Detloff. Oui, on peut porter un regard complètement différent sur les choses. C'est ce que j'essaie d'apporter. D'ailleurs, il y a une de ces phrases que j'ai notées par rapport aux pneus, parce que normalement, le dessin qui est dessus, il est sur du bois noble. Il y avait aussi un choix de dire, je prends quelque chose qui n'est pas ressenti comme quelque chose de beau. Les pneus, ça n'a rien de beau, c'est fonctionnel, et puis après, ça traîne dans l'environnement. Et j'ai en fait, je pense, avec les tatouages, un peu relevé aussi la beauté du pneu comme objet. Et c'est un philosophe anglais, David Hume, qui a dit ça au XVIIIe siècle. La beauté n'est pas un attribut des choses elles-mêmes. Elle n'existe que dans l'esprit qui la contemple. Et chaque esprit perçoit une beauté différente. Une personne peut même percevoir de la laideur là où une autre est sensible à la beauté. Et chaque individu devrait s'accorder à son sentiment propre sans prétendre régler celui des autres. Plus rien à dire après ça. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous dites quand un visiteur de la galerie vous dit c'est sacrilège que d'avoir transformé ceci, ou est-ce que vous avez rencontré des indignations autant que des complicités élogieuses? Oui, bien sûr. Mais ce qui importe à l'artiste, c'est le pire qui peut arriver à une œuvre d'art, c'est qu'il n'y a pas de réaction. Alors là, il vaut mieux arrêter et faire autre chose. Si toute réaction elle est bonne, qu'elle soit positive ou négative, on peut commencer à discuter. L'art est dans le discours, l'art est dans l'échange, dans le partage, voilà. Parce que par exemple, les radios méritaient peut-être pour le visiteur qui ne s'y attendait pas des explications. Non, ça c'est encore un autre aspect. L'œuvre d'art doit parler d'elle-même. Et il n'y a pas besoin d'explication. Si je commence à faire un truc et j'ai 10 pages de manuel à lire, comment je dois voir les choses, mais c'est pas bon. Donc c'est la recherche de l'artiste. Et dans les radiographies, c'était particulièrement voulu parce que en fait, et il y avait aussi une partie de chance dans ce travail. Quand je l'ai présenté en 2006 la première fois,
On a eu, à l'époque, dans les galeries, les visiteurs, en fait, c'était des personnes de métropole. Il y avait peu de gens du pays qui venaient. Et moi, un de mes soucis, c'est aussi, et en même temps, le challenge de vivre ici, c'est de toujours utiliser des matières que tout le monde connaît. Les pneus, tout le monde connaît. Les radiographies, tout le monde connaît. Et je vise parfois exactement ça pour attraper aussi cette partie de la population qui ne va pas habituellement dans les galeries d'art. Et là, on a eu en fait de la chance, on a fait l'installation, il y a eu un caméraman de Polynésie Première qui a essayé de mettre à l'abri son matériel. Il était en ville, il commençait à pleuvoir. Il était en train d'emballer et puis il était dans la galerie, il regarde, il voit les radiographies tatouées dans les boîtes lumineuses. Il ressort la caméra, il filme. Et le soir même, c'était dans le journal. Et figurez-vous ce qui s'est passé le lendemain. Il y avait un défilé de jeunes gens qui voulaient absolument voir ça. C'est-à-dire, on avait changé complètement de public. La galerie, soudainement, elle a attiré plein de jeunes. Et c'était vraiment une récompense. Je reviens à ce qu'a écrit Riccardo Pineri. Il y a sûrement dans le travail de Detlev une invitation souriante au dépassement de la revendication de la part des nations du rôle de victime permanente, une tentative de penser l'histoire sous le mode d'un nouveau commencement plutôt que l'affirmation de responsabilité d'autrui ineffaçable. Oui, tout à fait. On est quand même ici à Tahiti, on est dans un contexte colonial. Il faut le traiter. Il faut pas le laisser de côté. Il faut mettre en face de ça pour qu'on puisse tous vivre ensemble, continuer à vivre ensemble. Sinon, il y a une partie qui doit partir. Donc, c'est un peu l'idée de l'art, mais je suis pas toujours très je sais pas si l'art peut soigner quelque chose. Ça, je suis pas sûr. C'est un rêve des artistes d'être un peu les sparadraps de ce genre de blessures. Comme par exemple quand je fais une assiette dans laquelle on peut manger, et ça c'est aussi voulu, c'est dans cet aspect des assiettes, c'est que je sers parfois à la maison à mes invités de la nourriture là-dedans. Donc ils mangent l'assiette et à la fin ils découvrent le dessin qui est dans l'assiette et on voit une explosion nucléaire et c'est marqué champignons de Paris ou bon appétit. Ça c'est en fait, il faut parler de tout ça, quoi, de ce passé. Dans le livre, on voit donc les assiettes par rapport à Tahiti, et à droite, c'est un travail que j'ai fait il y a 3-4 ans. Il y avait une commémoration du bagne en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un passé très lourd, colonial. Et là aussi, c'est en permanence l'idée de la réconciliation. Les gens, ils en parlent beaucoup, ils travaillent sur ce sujet. Et donc, j'ai été invité, comme seul artiste d'ici, de participer dans cette exposition sur le bagne. Et je me suis imaginé la vaisselle du bagne. Bon, on sait que les bagnards, ils mangeaient dans des petits trucs, des morceaux métalliques. Ils n'avaient pas de vaisselle, hein, pour ainsi dire. C'est aussi l'ironie de l'histoire. Mais en même temps, on voit des sujets assez clairs. On voit par exemple l'évasion. L'évasion, le surfeur avec le boulet. Un bagnard avec le boulet sur sa planche de surf. Alors on s'imagine, si jamais il tombe ou le boulet il tombe, c'est fini. Tout est perdu. La descente dans les profondeurs. Les bagnards avaient des numéros, oui. Mais nous aussi on a des numéros. On a les numéros de nos cartes bancaires. Est-ce qu'on n'est pas les bagnards de la consommation ? D'ailleurs, ça, c'est un leitmotiv qui revient dans tout ce que vous faites. Cette espèce d'ironie tournée contre la consommation. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui en souffrent et qui ne savent pas s'en sortir. Pour moi, par exemple, la création est une porte grande ouverte pour s'exprimer, pour parler de tout ça. Chacun a cette possibilité de faire sa propre thérapie aussi par l'art. L'art est pour moi, en tout cas, moi je m'exprime comme ça. On attend de l'œuvre que vous produisez à la fois la beauté, l'esthétique, l'originalité, mais en même temps cet appel à l'humour. Comme c'est moi qui est le premier qui le voit, oui. Moi ça m'amuse aussi beaucoup, ça me console.
Avant de nous quitter, Andreas Deltloff, j'aimerais revenir sur le dessin de Joseph Cabri, ce déserteur français qui vécut aux Marquises et dont le corps était entièrement tatoué. Au coin de cette gravure, il y a ce flacon de parfum Chanel. Joseph Cabri a vécu et mort en France, à Valenciennes, et que sa peau avait été reluquée, convoitée par un antiquaire parce qu'il était entièrement tatoué. Qui voulait récupérer sa peau. Qui voulait récupérer la peau. Il y a la gravure qui représente Cabri, Joseph Cabri, qui était un des premiers occidentaux à vivre aux Marquises, qui a été tatoué. Et ça nous pose aujourd'hui beaucoup de questions. Et la question que cet événement m'a posée, c'était en fait, comment Cabri a pu retourner en France, alors qu'il était marqué, au sens réel, pas seulement dans la tête. Il était marqué avec des tatouages marquisiens. Et donc je lui ai posé en plein sur sa poitrine le logo de Chanel, qui est un symbole de la société occidentale. Et j'ai appelé l'œuvre le tatouage qui a permis à M. Cabri de se réintégrer dans la société occidentale. C'est le regard, en fait, le regard des deux côtés, parce qu'on dit souvent que ici, dans certains pays océaniens, il faut porter un tatouage pour s'intégrer dans la société, c'est-à-dire devenir comme l'autre. Et là, c'est en fait, j'imagine, le contraire. C'est souvent des allers-retours. J'ai fait d'autres œuvres où il y a des allers-retours comme ça. Comme par exemple avec la restitution des crânes. Je me suis imaginé quand la famille de Gauguin demande de restituer les crânes de leurs ancêtres. Et puis, j'ai fait un faux crâne enveloppé dans du papier craft, prêt à être envoyé avec une étiquette destinée à la famille Gauguin, avec des timbres de Gauguin que j'ai fait tamponner à la poste, où on m'a gentiment dit « Mais monsieur, ce paquet, vous ne pouvez pas l'envoyer par la poste. » Voilà, le regard de l'un, on le pose sur l'autre, on fait des effets de miroir et il y a des significations parfois absolument étonnantes qui peuvent se produire. L'exposition continue jusqu'au 10 novembre ? Oui, jusqu'au 10 novembre. Et vous y serez pour pouvoir dédicacer l'ouvrage édité par la maison d'édition Oura, il faut le signaler. Oui, en fait je ne serai pas là en permanence, mais vous pouvez toujours venir acquérir des livres avec la galériste Vaiana. Et moi, je passe une fois tous les jours ou tous les 2 jours. Elle m'appellera. Je vais signer les livres pour vous. Oui, s'il y a plusieurs personnes qui veulent des dédicaces, on peut toujours demander. Et ensuite, vous pouvez venir chercher. Si je suis à la galerie, bien sûr, je le fais tout de suite. Voilà. Merci, Andreas. Merci, Michel. Et merci à Ricardo Pineri, dont le texte éclaircit finement votre travail. Et merci à Fabrice Lebré et Nayata Amino, sans qui je n'aurais pu réaliser cette émission.